Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous depuis ce matin. Et bienvenue à celles qui nous ont rejoints cet après-midi. Nous allons parler de leadership et parité. Et pour introduire cette superbe session, cette superbe table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous à l'occasion de ces assises de la parité. Je crois que ça a été une journée entière, riche, pleine d'échanges et j'ai envie de dire d'avancées, de projets communs qui ont été décortiqués, si je puis dire, par de nombreux experts et puis personnalités engagées. Nous avons besoin de cet engagement collectif et donc je suis vraiment très heureuse que vous puissiez toutes et tous être présents, nombreux aujourd'hui pour participer, j'ai envie de dire, à cet engagement collectif du changement de comportement, du changement de regard, du changement au fond culturel sur un sujet qui construit la France, mais qui construit aussi tous les enjeux sociétaux et économiques d'un pays tel que le nôtre. La mise en avant de tout ce qui concerne, au fond, la vie professionnelle est pertinent dans ce qui, évidemment, est notre maison du ministère de l'économie. Il accueille cette manifestation et il a bien raison parce qu'en tant que ministère de l'économie, ce sujet de la parité est absolument essentiel dans le développement de notre pays. Il a un caractère absolument décisif pour les questions qui sont traitées ici. Vous le savez peut-être, mais avant d'être ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle, j'étais directrice des ressources humaines et je retrouve ici une ancienne collègue, donc j'étais un peu perturbée parce que du coup nous étions en train de papoter de nos souvenirs communs. Lorsque j'étais appelée, c'est vraiment un enjeu majeur que de pouvoir en tant qu'élu, en tant que directeur des ressources humaines, en tant que ministre, en tant qu'expert, chacun dans les missions qui sont les nôtres, de faire avancer un certain nombre de sujets. Celui évidemment de la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, et j'ai envie de dire pour les hommes comme pour les femmes, de savoir aussi comment est-ce que nous articulons mieux cette charge mentale qui doit absolument être répartie sur chacun dans le couple et la parentalité, de savoir comment est-ce que nous organisons par exemple la garde des enfants. Je voudrais vous donner quelques éléments, quelques données qui m'ont interpellée sur le taux d'activité. Le taux d'activité chez les 15-24 ans, il est d'un écart de 4 entre les femmes et les hommes. Moins 4 évidemment pour les femmes, si je puis dire. Sur les 50-64 ans, il est de moins 5,4 points. Et puis quand on regarde les 25-49 ans, il est de moins 8,4 points. C'est dire à quel point cette dynamique de la disparité finalement entre l'activité entre les femmes et les hommes, il est extrêmement important sur une période qui est cruciale pour la dynamique de carrière et dire à quel point évidemment notre engagement doit être plein pour essayer de restaurer un certain nombre d'inégalités et permettre aux femmes autant qu'aux hommes de s'épanouir dans un parcours professionnel réussi qui leur donne les mêmes chances. Avec aussi, et je reviens rapidement, mais un taux de temps partiel qui est évidemment beaucoup plus fort chez les femmes, vous le savez, mais je le redis, c'est important de le redire parce qu'il reste une réalité. 28,1% de femmes à temps partiel versus 7,6% d'hommes. Et quand on regarde ces données-là, plus en détail, sur les motivations au temps partiel, ce qu'on voit, c'est que les hommes, eux, sont à temps partiel plus souvent pour des raisons de formation, ou d'autres activités professionnelles permettant un complément de revenus. Alors comment est-ce qu'on vient travailler sur ces discriminations? Comment est-ce qu'on vient en finir clairement avec des notions de harcèlement et notamment de harcèlement sexiste ou sexuel? C'est au fond des éléments que j'ai portés en tant que députée quand j'étais à l'Assemblée nationale, puisqu'en tant que responsable politique, j'ai travaillé en 2021 à la loi portée par Marie-Pierre Rixain et Monique Limon sur la proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Et
Lors de cette préparation à cette proposition de loi, au fond, nous étions dans une logique d'amélioration continue. Alors ça va parler à beaucoup d'entre vous, chacune dans vos responsabilités, mais l'idée, très clairement, elle est déjà de relever des quotas de femmes parmi les instances dirigeantes des grandes entreprises, plus précisément dans les COMEX, CODIR, parmi finalement ces femmes cadres dirigeants que nous devons pouvoir voir dans les entreprises, qui sont des rôles modèles, qui ont des responsabilités stratégiques et qui doivent pouvoir accompagner le développement des entreprises et notamment sur des enjeux de parité. Cela concerne donc les entreprises de plus de 1000 salariés et c'est absolument essentiel pour les raisons que j'évoquais. Nous nous sommes très clairement, et nous sommes assez fiers de ça, inspirés de cette loi Copé-Zimmermann. Je le disais tout à l'heure là dans une précédente interview, ce n'est pas une innovation totale. Nous avons clairement pris le chemin de Madame Zimmermann qui nous avait donc inspirés dans une première phase de loi, si je puis dire, pour les conseils d'administration. Mais force était de constater qu'à l'épreuve des faits, le ruissellement dans les COMEX CODIR n'était pas là et qu'il fallait encore pouvoir agir. Et puis dans cette même loi, un certain nombre d'autres dispositions ont été portées, celui des jurys universitaires qui dans leur organisation doivent être plus paritaires et s'assurer de la parité des instances de sélection notamment, mais aussi de l'index de l'égalité dans les entreprises, mais aussi sur l'objectif dans la parité dans le développement d'entreprises porté par la BPI, mais aussi un combat qui nous est cher, hein, qui est celui de lutter contre les violences économiques, et notamment celle du quotidien, celle finalement qui faisait que l'accès aux revenus, à ces revenus, aux revenus du travail, comme l'accès des prestations sociales, n'était pas forcément versé sur le compte propre ou partagé des bénéficiaires. Et donc il s'agissait pour nous de clairement instaurer par la loi le fait que le versement du revenu, comme celui des prestations sociales, doivent être à minima versés sur un compte partagé et éventuellement sur un compte individuel propre. Il s'agit tout simplement au travers de ça de s'assurer de la libre disposition de ces moyens financiers. Il s'agissait également aussi de permettre à des femmes d'être plus facilement mises dans des conditions de télétravail lorsqu'elles sont enceintes et donc de mieux concilier ce parcours aussi et cette conciliation notamment sur les temps de trajet. Alors vous avez aussi largement évoqué la question de la santé au travail et c'est un sujet qui m'est cher puisque j'ai porté ce sujet en tant que députée avec Charlotte Parmentier-Lecocq, toujours en 2021, lorsque nous avons ensemble œuvré à transcrire un accord national interprofessionnel portant sur le renforcement de la prévention en santé au travail. Et autour de cette loi dont clairement la méthode était assez innovante, celui de retranscrire par la voie parlementaire un accord national interprofessionnel, mais aussi d'y ajouter un certain nombre de dispositions issues de nos propres réflexions et de nos propres travaux. C'est au fond le constat de limite d'un système sur la prévention en santé au travail qui ont été analysées, la volonté de faire plus de transversalité, notamment au sein des services de santé au travail, de décloisonner avec la médecine de ville ou encore de renforcer la prévention en santé au travail, notamment des actions de prévention qui peuvent être portées par les services de prévention en santé au travail. C'est au fond cette culture de la prévention que nous essayons au travers de cette loi de promouvoir, cette culture de la prévention qui doit être au sein des entreprises réaffirmées, au centre des préoccupations également des services de prévention en santé au travail. Je crois que c'est un axe majeur parce qu'au fond, c'est là aussi un vrai défi culturel, celui de considérer que ce décloisonnement, il doit être acté, il doit être la responsabilité de toutes et de tous, qu'il doit être absolument soutenu par nos politiques publiques et encouragé par des dispositions qui facilitent ce décloisonnement, facilitent cette prévention. Alors je dirais peut-être un mot sur le décloisonnement. L'idée très clairement c'était de partager le dossier médical partagé, de faire en sorte que les médecins praticiens correspondants qui étaient créés par l'accord national interprofessionnel puissent exister, de permettre des infirmiers en pratique avancée au sein des services de santé au travail et de permettre finalement aussi de répondre à la crise démographique qu'on va connaître et qu'on connaît déjà chez les médecins en santé au travail. Et puis, nous avons aussi créé le passeport prévention qui ouvrira dès le début de l'année 2024 et qui
réunira tous les enseignements de formation, notamment sécurité, qui ont pu être réalisés par les actifs et de permettre aussi de dialoguer avec le compte personnel de formation et le passeport compétences. Ces dispositions, elles visent véritablement à faire de la prévention et pour toutes et tous, et notamment pour des publics plus précaires. Et je pense que nous pouvons souligner le fait que plus souvent, ce sont les femmes qui sont dans des situations professionnelles plus précaires. Alors, comme ministre, je ne m'arrête pas là pour autant. Je poursuis cet engagement féministe avec, à l'heure où tant de secteurs économiques s'inquiètent de difficultés à recruter, je pense déjà à une observation que je peux vous partager, celui du fait que lorsque le métier est mixte, nous avons moins de problèmes de recrutement, moins de problèmes économiques, et que donc il est absolument clair que si on divise par deux mécaniquement le vivier par le genre, nous nous occultons un certain nombre de possibles pour les entreprises. Et puis, alors, partie de ce constat, nous nous sommes dit qu'effectivement, nous avions quand même de nombreuses filières genrées, avec de vraies difficultés à recruter de manière paritaire sur certains secteurs, avec finalement aussi des candidatures et des orientations qui sont moins prises par les filles, notamment. Donc, avec le ministre de l'Éducation nationale, mais j'ai envie de dire avec l'ensemble du gouvernement, nous nous engageons résolument pour que dès cette prochaine rentrée, nous ayons une découverte des métiers qui puisse être réalisée dès le collège, 5e, 4e, 3e, pour que tous les élèves de collège de France puissent accéder à une information sur les métiers tels qu'ils existent, les familles de métiers, et à l'intérieur de ces familles de métiers, les métiers qui les représentent, pour qu'on puisse travailler à une orientation scolaire et à un parcours de formation qui vise cette égalité professionnelle. En France, c'est 35 millions de femmes, dont 14,5 millions qui participent au marché du travail. Or, sur les 32,8 millions d'hommes, où ils sont un peu moins nombreux, ils sont 15,1 millions à y participer. C'est dire si la bataille, tout simplement, j'ai envie de dire, de l'activité est pour moi un vrai sujet, et c'est dire aussi si cette question aussi de l'accès finalement aux chances vient être une boussole dans l'engagement qui est le mien au travers du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Alors, par le CPF, le compte personnel de formation, nous avons déjà largement changé la donne, je me permets de le dire. C'est un droit, je vous le rappelle, identique pour toutes et tous, quel que soit le temps de travail. Et ça, c'était déjà une régulation, finalement, du biais qu'il pouvait y avoir par le fait que plus de femmes sont à temps partiel. C'est aujourd'hui 70% d'ouvriers, employés, techniciens qui mobilisent le compte personnel de formation, alors qu'avant cette réforme de 2018, c'était 70% de cadres qui mobilisaient leurs droits à formation. C'est dire que la donne a été changée. Et puis aujourd'hui, nous avons 50% de femmes qui mobilisent le compte personnel de formation, et ça, je crois que c'est une avancée majeure pour l'émancipation individuelle. Mais parce que les motivations sont toutes les mêmes, j'ai souhaité rénover la validation des acquis d'expérience. Vous savez, cette validation des acquis d'expérience qui a 20 ans aujourd'hui, qui a connu des pointes, j'ai envie de dire, à 100 000 parcours VAE par an, qui ces dernières années était à 30 000 parcours VAE par an. C'est 70% de femmes qui font des parcours VAE. Or, ce qu'on observe de la VAE telle qu'elle est actuellement construite, c'est que c'est 18 mois en moyenne de parcours, et c'est 10% de personnes qui démarrent la validation des acquis d'expérience et qui obtiennent effectivement tout ou partie d'un diplôme. C'est dire que ces 70% de femmes qui rentrent dans les parcours de VAE, elles sont finalement usées par la complexité du parcours, par la durée de ce parcours, par certains corporatismes, par des jurys de VAE qui ont du mal à se réunir, enfin, par un ensemble d'obstacles qu'il nous fallait absolument profondément réformer. Et c'est donc ce que nous faisons au travers de cette VAE que nous avons, sur laquelle nous avons légiféré, qui a été adoptée et définitivement adoptée en décembre 2022. L'idée est très clairement de moderniser la VAE, de la simplifier, de mieux l'accompagner aussi pour permettre une VAE qui soit effectuée plutôt en 4 mois qu'en 18 et qui permette un 100% de passage finalement devant le jury de VAE et d'obtention pour l'entièreté ou une
partie finalement du diplôme qui est visé. Pourquoi est-ce qu'on va obtenir 100% et une durée qui est très réduite? Tout simplement parce qu'on va éviter la montagne de démarches administratives en amont du démarrage du parcours et on va assurer pour chacun et chacune un accompagnement à la VAE qui va permettre que chaque pas soit accompagné et donc permette la réussite dans le parcours de VAE. Au démarrage, on va vous aiguiller sur le fait que vous soyez ou pas effectivement avec un niveau d'expérience et de compétences suffisant pour pouvoir accéder au diplôme de manière entière ou partielle. C'est un accompagnement ensuite pendant le processus qui va faire en sorte que vous ne décrochiez pas. Et c'est une organisation pour partager les données, partager finalement l'information sur les territoires et à l'échelle nationale pour que les jurys de VAE se réunissent beaucoup plus régulièrement et permettent des passages devant eux de manière beaucoup plus agile. C'est une évolution absolument nécessaire pour faciliter les évolutions professionnelles et les reconversions professionnelles. Or, on sait que les femmes ont plus souvent des parcours de carrière hachés et donc cette validation des acquis d'expérience, c'est une transformation à la fois technique, juridique, mais c'est surtout une transformation culturelle qu'il faut pouvoir engager avec vous toutes et tous ici, parce que c'est au fond par la reconnaissance de la validation des acquis d'expérience qu'on changera aussi la donne pour qu'elle ait sa juste place dans des dispositifs de formation continue. Et puis l'enjeu de parité, il passe aussi par la formation initiale, bien sûr. Vous le savez probablement, au-delà des enjeux d'orientation que j'évoquais tout à l'heure, il y a de vraies questions autour notamment de la voie professionnelle, du lycée professionnel, que nous sommes en train de réformer. Pourquoi est-ce que le lycée professionnel doit pouvoir être réformé? Aujourd'hui, nous avons environ 40% de filières qui sont dites de production. Sur ces 40% de filières dites de production, ce sont là où nous avons les meilleurs taux d'insertion professionnelle et les meilleurs taux de poursuite d'études réussis. Or, nous avons 13% de filles. 13% de filles qui prennent finalement toutes ces voies qui ouvrent les perspectives de demain, qui sont celles sur lesquelles les entreprises recrutent le plus. Donc c'est dire qu'il nous faut pouvoir changer aussi la donne, bien sûr, de l'orientation, mais aussi la donne de l'offre de formation qu'il y a en voie professionnelle. Alors pour ça, on va travailler sur la transparence des taux d'insertion et de taux de poursuite d'études réussis. On va mobiliser aussi le réseau des alumni, des WorldSkills, je ne sais pas si ça vous parle, mais des Olympiades des métiers, ces compétitions finalement de jeunes qui, sur tous les métiers, finalement, viennent organiser la compétition, au fond montrer l'excellence des voies professionnelles. Et puis, ces alumni, ces anciens champions des WorldSkills viendront dans les collèges, dans les lycées, parler de leur parcours, parler de la voie professionnelle qui est la leur, parler de leur réussite, parler aussi de leur satisfaction, mais aussi de leur questionnement, et donc de partager cette expérience avec les plus jeunes. Je veux développer d'ici à 2025 du mentorat pour tous les jeunes lycéens pro, pour que chaque lycéen pro puisse avoir un mentor et finalement l'aider à cheminer dans le parcours qui est le sien et dans son parcours professionnel. Je le rappelle, de jeunes qui souvent sont issus de milieux sociaux plus fragiles et qui donc ont plus particulièrement besoin aussi de ce retour, de cet accompagnement, de ce feedback quelque part d'un professionnel qui vient le conseiller, réfléchir avec lui, l'aider à se poser les bonnes questions pour qu'il puisse cheminer selon ses aspirations, mais aussi se donner toutes les chances de l'ambition qu'il mérite. Et puis, je voudrais vraiment travailler sur l'offre de formation, je l'ai dit, mais je voudrais vous donner deux chiffres qui sont assez parlants. Sur les filières énergie, génie climatique, j'ai 0% de filles. Sur les filières coiffure, esthétique, j'ai 98% de filles. Donc on a un vrai enjeu dans la voie professionnelle à travailler sur ce biais de genre qu'il y a très clairement dans la voie professionnelle. On va travailler sur les bureaux, écoles, entreprises, pour faire aussi du réseau pour ceux qui en ont le moins, parce qu'en lycée professionnel, c'est aussi un vrai sujet, celui de trouver des stages de qualité, des stages qui vous démontrent que vous êtes capable, qui restaurent aussi de l'estime de soi chez des jeunes qui, très souvent, ont perdu de l'estime de soi parce qu'on leur a expliqué qu'ils partiraient en voie professionnelle du fait de faibles résultats, que ce n'était pas forcément la voie première, celle de choix. Et donc, il nous faut déjà transformer cette image sur la voie professionnelle qui est profondément injuste et restaurer de l'estime de soi chez des jeunes qui ont évidemment de multiples talents et qui ne demandent qu'à être révélés. Je voudrais terminer mon propos par l'apprentissage, vous dire que si l'apprentissage est la
formidablement été développé ces dernières années, c'est x3 par rapport à 2017, c'est 837 000 apprentis en 2022. Et si on le retrouve aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, si on le retrouve aujourd'hui dans 8 cas sur 10 dans des TPE-PME, c'est aussi une juste représentation et un juste développement chez les filles, chez les femmes. On avait 34% de femmes en apprentissage en 2017, on en a 45% en 2022, soit plus 11% en 5 ans. C'est une vraie satisfaction quand on connaît les effets sur l'insertion dans l'emploi, puisque 7 apprentis sur 10 sont dans l'emploi 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Alors on n'en a pas évidemment fini encore avec le combat de l'égalité de genre, mais vous voyez, je pense qu'on a énormément de chantiers en cours, des chantiers qui sont à la fois législatifs, qui sont, j'ai envie de dire, réglementaires, qui sont ceux d'obligation à déployer dans la société et dans nos entreprises, mais qui sont aussi un certain nombre de biais culturels qu'il nous faut combattre dès la plus jeune enfance et par tous ces leviers-là notamment. Voilà, je crois que cette ambition, nous la partageons, c'est avec à la fois lucidité exigeante, mais aussi, j'ai envie de dire, volonté de solidarité et de sororité que nous nous engageons chacune et chacun dans nos responsabilités respectives. C'est au fond un mouvement collectif que nous menons ensemble avec une bataille quotidienne, celle à la fois de politique publique, de leur application, mais aussi véritablement une bataille éminemment culturelle que nous conduisons toutes et tous ensemble. Merci à tous pour votre engagement et votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci infiniment pour cette belle introduction. Nous allons enchaîner maintenant avec notre table ronde sur parité et leadership. Alors, pendant des siècles, comme vous le savez, le leadership a été incarné par des hommes. Heureusement, les choses changent. On le voit, et aujourd'hui, d'ailleurs, on le verra sur notre table ronde, et notamment grâce au changement de mentalité, grâce aux quotas, et de plus en plus de femmes occupent des postes à haute responsabilité, ce qui permet d'enrichir les styles de leadership pour tendre à plus de parité. Je vous propose de faire un tour d'horizon des convictions, des engagements de personnes, d'institutions publiques, de personnes du privé, d'entreprises privées et qui œuvrent pour un leadership plus paritaire. J'invite à me rejoindre sur scène nos chers intervenants, Karine Berger, Isabelle Couturé, Francesca Faure, Agel Jemel Cornetti, Christine Nadjaljan et Catherine Sueur. Bienvenue, mesdames. On peut pas descendre mon tabouret, donc j'ai l'air plus grande, mais en fait, je suis absolument pas plus grande que vous, je vous le dis tout de suite. Mesdames, pour vous présenter, je vais démarrer peut-être du bout. Je vais démarrer avec vous, Isabelle. Isabelle Couturé, vous êtes présidente de Seiko Watch Europe. J'enchaîne à votre droite. Nous avons Christine Nadjaljan, coach, conférencière, passionnée par l'éducation, la transformation digitale et le leadership féminin. Et vous avez aussi un job dans la vie active. En plus, vous êtes dans la vie active, mais vous avez en plus un job en tant que directrice commerciale chez Coursera. Justement, ça fait très bien le lien. J'enchaîne à votre droite. Nous avons Francesca Faure. Vous êtes VP Supply Chain et Service Client France chez Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'embouteilleur de Coca-Cola. Je continue à votre droite. Agel Jemel Fornetti, professeur de management et leadership, directrice de la chaire diversité et inclusion à l'EDEC Business School. Je continue à votre droite. Karine Berger, vous étiez là, excusez-moi, et Catherine Sueur, chef de service de l'inspection générale des finances. On est chez vous, en fait, clairement. et toutes les deux, voilà, exactement. Et enfin, last but not least, comme on dit, Karine Berger, secrétaire générale en charge de finances et des ressources humaines à l'INSEE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour ce panel, nous allons démarrer par un état des lieux. Un état des lieux avec vous, AG. À l'EDEC, vous formez notamment les cadres de demain, les leaders, les cadres de demain. Qu'est-ce que vous avez remarqué en ce qui concerne les aspirations, les projections de carrière entre les femmes
et les hommes en école de commerce? Alors, je ne vais pas vous décevoir, hein. Ce qu'on a remarqué, c'est que avant même que les femmes et les hommes qui nous rejoignent mettent les pieds chez nous, ils ont et elles ont des aspirations genrées. C'est un constat qu'on dresse avec une étude qu'on mène avec les étudiants de deuxième année prépa à la fin de l'année, juste avant de faire les concours et d'intégrer une de nos grandes écoles. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes répondantes vont plus se situer sur des métiers en salariat. Elles ont besoin de sécurité d'emploi, elles sont moins dans le risque. Elles vont aussi se positionner sur des entreprises où elles vont privilégier les conditions de travail favorables par rapport à une bonne entente, le climat, ce qui est le cadet des soucis des hommes. Ils sont 6% à mettre ça dans leurs priorités. Et ensuite, concernant les métiers, ça avant même qu'on leur présente vraiment les métiers, hein, ils arrivent, les filles, sans surprise, marketing en premier. Alors, je suis vraiment une amie du marketing, hein, je n'ai rien contre le marketing. En revanche, c'est très étonnant que voilà, les femmes se placent, c'est leur premier choix, les hommes seront 1 sur 4 à imaginer une carrière en marketing. Un autre exemple, par exemple l'événementiel, ça va attirer 40% à peu près des femmes. Les hommes, c'est vraiment en dessous de 10%. Et les jeunes hommes, ils vont tout de suite dire moi, ce qui m'intéresse, c'est les institutions bancaires, c'est l'industrie. Voilà. Ce que je vous disais, que je ne vous décevrai pas, c'est vraiment ça, c'est très genré. Voilà, le service pour les femmes, et puis voilà, et l'argent. Je tiens à préciser ça. L'argent, les hommes, c'est leur priorité. Il faut être bien payé et vite grimper dans les échelons. Les femmes, elles vont mettre avant la flexibilité, etc. déjà. Donc, elles se projettent. C'est comme ça qu'on les fabrique, qu'on les conditionne, qu'on les socialise comme des futures mères qui vont s'occuper d'eux. Et donc, avant même d'être mère de famille, elles ne le seront peut-être pas, elles choisissent déjà des métiers qui vont favoriser Du care. Du care. Voilà, on est dans le care et les hommes, c'est vraiment les pourvoyeurs de fonds. Ils se positionnent déjà comme ça. Donc, sans surprise, quand on arrive à la fin, on a des femmes qui se positionnent moins bien, que ce soit en termes de salaire. Alors, ce n'est pas flagrant à la sortie des écoles, hein. J'ai vu les chiffres ce matin. À la sortie des écoles, on ne devrait avoir aucun écart. C'est-à-dire ils ont et elles ont la même expérience, le même diplôme. Et en sortie d'école d'ingénieur, on est déjà 3 000 à peu près d'euros d'écart. Aucune autre explication à part le genre. Et à la sortie, pour les écoles de commerce, ça peut aller jusqu'à 6 000 d'écart, ce qui est énorme dès la sortie. Donc le seul facteur qui explique, c'est le genre. Donc voilà, donc juste, je profite de cette salle pour dire, mesdames et messieurs qui vous occupez des ressources humaines et de recruter les jeunes de demain, même quand une femme accepte un salaire plus faible, il faudrait lui dire non, vous méritez mieux, parce que ce n'est pas parce qu'on accepte moins qu'on doit payer moins, ce n'est pas éthique. C'est bien, ça démarre bien, hein. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et à l'inverse, mesdames, allez-y et demandez beaucoup, hein. Alors, on va garder, c'est un très bon sujet, bien sûr, mais on pourrait parler pendant des heures et on a un temps limité. Et de toute façon, effectivement, c'est dans les deux sens. Il y a un pas à faire les uns vers les autres également. On va continuer maintenant avec un état des lieux des chiffres des cadres et comités de direction dans le privé et dans le public. Quelques éléments, Karine Berger. Oui, alors l'INSEE, on suit les questions d'égalité femmes-hommes, évidemment, du point de vue statistique, c'est notre métier. Pour ceux que ça intéresse, le femmes-hommes, l'égalité en question et l'ouvrage de référence, vous trouverez des statistiques qui sont totalement cohérentes avec ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on a fait des efforts énormes dans les conseils d'administration. En revanche, sur les emplois de direction, sur les COMEX, sur les emplois de direction, on a une définition très précise d'emploi de direction. Alors, on regarde par âge.
Avant 30 ans, jusqu'à 30 ans, il y a des emplois de direction, puisqu'il y a notamment des indépendants, tout simplement. On a une position des femmes assez importante, à peu près 40%. Quand on arrive entre 30 ans et 50 ans, alors là, la position des femmes, le nombre de femmes sur les emplois de direction chute à un peu plus de 30%. Et alors, à plus de 50 ans, c'est fini. C'est fini. On est en dessous des 20% d'emplois de direction occupés par des personnes de plus de 50 ans. Et alors, évidemment, la corrélation est parfaitement à l'inverse sur les écarts de salaire. C'est-à-dire que quand on arrive dans la zone des plus de 50 ans qui occupent des emplois de direction, on a déjà plus que 20% de femmes et les salaires des femmes sont 25% en dessous de ceux des hommes. Et ça, c'est la situation d'aujourd'hui avec, malgré tout quand même, comme ça a été dit par la ministre précédemment, plusieurs années d'impact qu'on espérait avoir lié au fait d'imposer la présence de femmes en conseil d'administration. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la présence des femmes en conseil d'administration n'a pas eu une influence immédiate, ou en tout cas suffisante, pour faire bouger les lignes sur l'occupation des emplois de direction, et par conséquent, évidemment, dans la dynamique qui pourrait se créer pour la suite. Merci. On va rentrer encore plus dans les détails et on va parler d'un livre que vous avez écrit, Christine Najadjan. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes également auteur et ce livre, c'est The Leadership Revolution qui est paru en avril, tout à fait de cette année. En quoi il consiste en quelques mots, puisque c'est en plein cœur de notre sujet, et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, en quelques mots? En quelques mots. Alors, bonsoir. Je vais dire en 2 mots, c'est pour les aider à pêcher, justement. C'est pour l'apprendre. Moi, j'ai travaillé pendant 17 ans dans la tech, dans beaucoup d'entreprises américaines. Je continue encore, d'ailleurs, c'est pas terminé. Et honnêtement, je me suis jamais posé la question en tant que femme. À la rigueur, de par ma culture, parce que je suis pas née en France, je suis née en Arménie, j'ai fait un petit voyage après l'Arménie, puis maintenant je suis en France depuis 17 ans, et je me suis jamais dit je suis une femme, j'ai pas le droit, ou on me laisse pas faire. Je me suis dit je suis une Arménienne, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, donc je n'allais pas rajouter non plus la femme là-dessus. Donc à un moment, on en est arrivé là où je me suis dit ok, bah, j'ai évolué dans la tech. Je pense que globalement, j'ai su négocier, pas toujours. J'ai su avancer, pas toujours. Néanmoins, j'ai appris tous les jours. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font en sorte qu'il y a beaucoup de ressources disponibles. Il y a des lois. Et puis de l'autre côté, bah, nous, les femmes, ou vous, les femmes, et même les hommes, hein, on n'y va pas. On n'avance pas toujours, on n'ose pas, on se met des barrières. Donc à un moment, il faut y aller. D'où le livre. C'est le moment où il faut profiter de toutes les ressources existantes, il faut aller regarder où il y a beaucoup plus de rôles modèles, il y a beaucoup plus d'opportunités. Finalement, beaucoup de choses dépendent de nous. Et ben on y va, hein. Qu'est-ce qui nous empêche? Et vous l'avez écrit ce livre, super. Et j'ai écrit le livre chaudement. Et je ne suis pas la seule, il y a 16 autres femmes qui témoignent dedans, donc je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout. Merci beaucoup, je reviendrai vers vous pour en savoir plus sur ce livre également. On va voir maintenant comment se traduit la vision d'un leadership paritaire, à la fois dans le public d'abord et puis dans le privé. Je vais démarrer par vous, Catherine Sueur. Il y a eu une réforme de la haute fonction publique et on voudrait savoir comment elle impacte l'inspection générale des finances. Ça peut intéresser certaines d'entre nous. Et en plus, c'est un milieu qu'on connaît peu finalement. Oui. Alors l'inspection générale des finances, au-delà du ministère des Finances qui vous accueille aujourd'hui, c'est un service un peu particulier au sein de l'État qui a vocation à faire des missions pour le compte du gouvernement, pour le ministre, pour la première ministre, quand il se pose une question, donc une sorte de cabinet de conseil en stratégie interne à l'État. Et surtout, et ce qui est intéressant dans la question qui nous anime aujourd'hui, c'est que c'est un service qui a pendant longtemps été exclusivement masculin. C'est un service qui recrutait à la sortie de l'ENA et pourtant, il faut attendre 1980, alors que l'ENA a été créée en 1945, pour qu'une femme ose aller à l'inspection générale des finances en sortant de l'ENA. Et pendant effectivement des années, il n'y a eu que des hommes inspecteurs des finances et très peu d'inspectrices des finances. D'ailleurs, moi, je rentrais à l'inspection générale des finances en 2003 et on était 2 femmes parmi l'effectif les plus jeunes à l'inspection générale des finances sur une 50aine de personnes. Et du coup, la question, c'est comment, dans ces bastions un peu où il y a très peu de femmes, ces lieux qui représentent aussi le pouvoir, puisque l'inspection générale des finances, c'est à la fois un endroit où on conseille et on travaille pour le gouvernement, mais c'est aussi une sorte de filière
fonctionnaires de haut potentiel pour les hauts fonctionnaires. Comment on travaille pour changer cette image? Et c'est effectivement assez long. Aujourd'hui, dans l'effectif junior de l'Inspection générale des finances, on a 40% de femmes, donc on a progressé par rapport au moment où moi je suis arrivée, où on devait être 5%. On savait même notre numéro, c'est-à-dire que moi j'étais la 20e inspectrice des finances de l'histoire. Donc c'est vraiment, on savait quand on arrivait, on disait ah, mais toi tu es la 20e, etc. Et maintenant elles ne savent plus, donc je considère que c'est un bon indicateur, c'est-à-dire que les jeunes femmes qui rejoignent l'Inspection générale des finances ne savent plus quel numéro c'est. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à avancer sur ce sujet-là? Alors moi il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur et je pense que cet événement fait partie. C'est d'abord il faut mettre le sujet à l'ordre du jour. Et je pense que ce que vous avez partagé en termes d'études, ce que Karine a partagé en termes de constat, c'est qu'il faut vraiment le dire et redire les choses. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je dirige un service dans lequel 40% de l'effectif junior est féminin et 15% de l'effectif plus senior. C'est-à-dire qu'effectivement, après 50 ans, j'ai plus d'inspectrice générale des finances. Donc il faut vraiment faire un constat, mettre le sujet à l'ordre du jour, s'en emparer, etc. Et après, il faut agir. Et c'est pas très simple. Il faut mettre des plans d'action en place. Moi, je pense qu'il y a quand même deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est travailler sur les conditions de travail, entendu au sens large. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut faire en sorte que les femmes et les hommes dans un univers professionnel se sentent à l'aise. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que ces politiques d'égalité professionnelle, elles sont utiles aussi parce qu'on se pose toutes les questions RH. Finalement, la question, ce n'est pas tellement de recruter aussi des femmes, mais c'est de faire en sorte qu'on ait un univers professionnel dans lequel tout le monde se sent à l'aise. Et en particulier, je pense qu'il y a un truc qui est... Je l'ai probablement fait là à l'instant, c'est dans l'univers professionnel, les conditions de travail, c'est faire attention à la prise de parole des hommes et des femmes. Mais quelque chose qui est toujours très très frappant quand on est dans des réunions, et on le vit avec Karine à Bercy, on est très souvent dans des réunions avec des hommes et des femmes, plus souvent beaucoup d'hommes, moins de femmes. Il faut vraiment, vraiment faire en sorte que les femmes prennent la parole dans ces collectifs-là. Et vraiment, moi, en tant que chef du service, j'essaie toujours, quand on a une réunion, de faire en sorte d'être attentive aux signaux. C'est-à-dire que les hommes, ils vont tout de suite lever la main, dire un truc, sans réfléchir. Et puis vous allez toujours avoir une femme dans un coin voilà, il faut essayer de capter son regard et lui dire « Et toi, qu'est-ce que tu veux dire ?» pour aller vers les femmes. Il y a une autre chose qui est très frappante, c'est aussi à quel point les femmes, on a le don, et même dans des endroits comme l'Inspection générale des finances, de minimiser ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on arrive et on dit « Au fait, j'ai une petite question à te poser sur ce petit dossier que je suis en train de traiter. » Voilà, donc non. Vous avez des dossiers à faire, vous les traitez, vous avez un problème qui nécessite d'être résolu. Et donc, je pense que tout cet environnement professionnel-là, il faut être extrêmement attentif. Et puis après, il y a une deuxième chose sur laquelle moi je travaille, c'est les viviers. Et ce n'est pas sans lien avec ce que disait la ministre sur l'enseignement professionnel, mais à l'autre bout du spectre, c'est comment on fait en sorte d'aller chercher des femmes pour exercer ces métiers de direction. C'est-à-dire qu'on fait tout le constat qu'il n'y a pas assez de femmes qui exercent des emplois de direction, il n'y a pas assez de femmes inspectrices des finances. Donc, comment on va les chercher? Comment on incarne ces fonctions-là? Comment on va voir, là encore, des femmes pour leur donner envie? Et donc, nous, à l'Inspection générale des finances, on a créé un réseau qui s'appelle Women at IGF. Et on a organisé un événement avec toutes les inspectrices des finances. Ce qui est bien, c'est que comme on n'est pas encore très, très nombreuses, j'arrive à toutes les réunir. Elles sont toutes vivantes. Et on est allé chercher des prospects. On est allé chercher des prospects pour essayer de faire en sorte d'aller vraiment chercher des étudiantes, aller chercher des jeunes professionnels pour leur expliquer ce qu'on fait et leur donner envie. Et ça, je pense que ce travail sur les viviers, sur la diffusion, effectivement, de toutes les offres d'emploi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais j'ai peut-être été trop longue, pardon. Non, mais c'est très bien. Du coup, vous avez abordé le lancement d'un réseau, vous avez abordé aussi le fait que vous veillez à ce que les personnes soient, en tout cas, prennent la parole. Prêtez-vous une attention particulière. Et il y a aussi, si j'ai bien compris, un recrutement également et une structuration d'un réseau ouvert. Oui, tout à fait. En fait, à l'Inspection générale des finances, c'est un service comme beaucoup de cabinets de conseil où on a un fort turnover, parce que c'est bien de faire du conseil et de dire aux gens, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, mais c'est bien aussi après d'aller dans la vie, d'avoir des fonctions plus opérationnelles. Donc moi, j'ai effectivement beaucoup de campagnes de recrutement, à peu près 3-4 par an, selon les cas, selon les postes d'inspecteur des finances, d'inspecteur adjoint ou de data scientist. Et du coup, à chaque fois, j'essaie de bien diffuser ces offres d'emploi, d'aller, Karine peut en témoigner d'ailleurs, j'espère, je lui envoie en disant j'ai une offre d'emploi, n'hésite pas. J'essaie effectivement de m'adresser au réseau de femmes en leur disant si vous voulez diffuser cette offre, parce que je pense que c'est vraiment une question de transparence. Et c'est pareil avec les emplois de direction, c'est que
il faut même dans le privé, il faut vraiment toujours être transparent et dire ces postes-là sont disponibles, il faut aller chercher des femmes pour quelle candidate. Mais ce que je comprends, c'est que vous travaillez en réseau également, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous recommandez des profils entre vous. Oui. Super, merci beaucoup. Je vais enchaîner avec vous, Isabelle. Allez-y, si vous avez envie d'applaudir, bien sûr. Le réseau s'est fait aussi en interne, hein, donc c'est parfait. Isabelle Couturé, alors vous infusez finalement, vous incarnez également ce leadership, en tout cas qui tend vers le paritaire. Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment on fait pour atteindre un leadership paritaire? Alors, atteindre un leadership... Approchez bien votre micro. Désolée. Atteindre un leadership paritaire, c'est commencer... Là, ça va? Oui, c'est parfait. C'est commencer très tôt dans l'organisation. Je rejoins tout à fait les différentes intervenantes. Les lois Copé-Zimmermann ont énormément aidé en termes de gouvernance, même si, travaillant pour une entreprise japonaise, il y a encore beaucoup de travail en dehors de nos frontières, puisque ces lois n'existent pas dans toutes les cultures et toutes les organisations internationales. Pour autant, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'amélioration sur des postes de direction est encore faible. Même dans des milieux, a priori, le luxe, on pourrait penser que c'est réussi. Non, c'est pas réussi. Les postes sont principalement occupés par les femmes à des postes de marketing. Je rejoins tout ce qui a été dit jusque-là. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, moi je commence à peine, hein, j'ai envie de dire, je n'ai pas vécu les difficultés comme ce que vous disiez, et j'ai une conscience assez tardive du fait que j'avais, de par ma position, la parole qui m'était donnée. Donc prendre la parole, ça fait partie de la première action que j'ai décidé de tout simplement parler de manière transparente, ouverte, des problématiques diverses et variées que vous avez toutes abordées juste avant moi. Qu'elles soient le salaire, qu'elles soient des différences d'accessibilité à certains métiers parce que les études leur ont pas été ouvertes, parce qu'en effet les écoles d'ingénieurs ferment d'une certaine manière leurs portes par un accueil qui n'est pas toujours extrêmement cordial des profils féminins. Donc ce que moi j'ai décidé de faire déjà, c'est parler. C'est utiliser la parole de la présidente de société que je suis. C'est de dire que certaines choses ne sont pas aujourd'hui acceptables, elles ne le sont pas, elles ne l'ont jamais été, elles le sont encore moins aujourd'hui, et qu'on ne va pas pouvoir tout légiférer, donc il faut agir. Je crois à une chose dont on a un peu parlé, la formation pour moi elle est essentielle. Évidemment les écoles de commerce, super, ma fille est en école de commerce, moi j'ai pas eu ce parcours-là. Je crois à la formation plutôt à l'accueil des jeunes en stage. On en a un petit peu parlé, la ministre en a parlé. L'alternance, évidemment. En effet, la question, je ne me la pose même pas, mais homme-femme, pour moi, il n'y a pas de question. On doit accueillir toutes les diversités. Donc je crois à la multiculturalité, à la diversité. Intégrer des stagiaires, c'est fatigant. On en parlait avec mes collaborateurs tout à l'heure. C'est long, parfois on n'a pas les ordinateurs, on n'a même plus de place dans les bureaux, on ne sait pas comment on va faire. Mais accueillir des jeunes, nous on a un réseau de boutiques et de revendeurs, accueillir des jeunes pour découvrir les métiers. Parce que par exemple, ça va vous paraître fou, mais je n'ai pas, je crois que j'en ai 2 en Allemagne, on n'a pas de vendeurs terrain, de commerciaux. Donc c'est fou quand même. On vend un produit pourtant qui est acheté aussi bien par des femmes que par des hommes. On n'a pas de commerciaux. Alors parce que ça, sans doute très tôt, les mères ont peur de voir leurs filles... De commerciales femmes, vous voulez dire? Oui, on n'a pas d'équipe de vente. Les équipes de vente sont extrêmement masculines pour toutes les raisons que vous avez évoquées avant. Il faut prendre une voiture, les mamans doivent inculquer très tôt le fait que ce n'est pas un métier pour une femme, etc., etc. Donc je rejoins tout ce qui a été dit. Il faut absolument redonner, en adaptant peut-être le poste, en rassurant. Oui, il est possible d'être maman et de faire ces métiers-là, en accompagnant, mais il faut le faire très, 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 très tôt. Pour moi, on a agi en haut. Super, j'en suis sans doute une des conséquences, mais on n'agit pas assez tôt dans les organisations. Donc formation, inclusivité. Moi, je suis contente de votre parcours parce que la diversité des cultures aussi qui entraîne des discussions assez étonnantes parce que quand on intègre des cultures différentes, on voit que la France n'est pas au cœur de tout quand même et qu'il y a plein de jolis exemples à apporter dans nos organisations.
Voilà, donc moi j'ai eu plein d'exemples dans les deux sens où on a intégré une horlogère, un assistant de direction, une contrôleuse financière, et ça c'est important, et de le faire tôt dans les organisations. Et Voilà. ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas ce que vous m'aviez partagé, c'est que la parité, c'est pas qu'une affaire de loi, c'est pas une affaire aussi de poste de direction, c'est bien ça? C'est exactement ça, c'est que je pense même, alors je suis désolée de dire ça parce que cette loi, elle était nécessaire, j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, ça stigmatise un peu trop le problème, ça fatigue ces messieurs et nous aussi. On a envie aujourd'hui que le débat, ce soit de l'engagement personnel et que ce ne soit pas nécessairement légiféré. Les différences de salaire, je vous rejoins, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. C'est à nous aussi de dire à nos DRH, non, on n'accepte pas que ce profil-là, c'est peut-être pas battu pour son salaire, mais pourquoi gagnerait-il moins qu'un profil identique? J'aime beaucoup et je reprendrai cet exemple dès demain matin, parce qu'en effet, on a encore ce côté, on se bat moins, voilà. Mais je dois dire une chose qui m'est arrivée à plusieurs reprises. Donc moi, je suis allée négocier, j'ai pas toujours réussi, parce que face à moi, il y avait une queue pas possible d'hommes qui attendaient mon poste, et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas toujours été simple. Eh ben, je suis partie plein de fois. non, mais je vous rejoins. Non, mais je suis d'accord, mais il faut qu'on a... On va vous faire monter sur scène, madame. non, mais c'est sûr, on doit durcir un peu notre parole, et malheureusement, c'est pas nécessairement ma nature. La persévérance est de mise aussi, c'est le fait d'insister, de revenir à la charge et de revenir. Oui, mais c'est fatigant, il faut avoir la force d'aller demander, redemander, et voilà. Mais il faut le faire, je crois qu'on se doit de le faire. Et par rapport aux actions, juste très rapidement, ce que vous disiez tout à l'heure, et peut-être que ce n'était pas forcément très, très clair, c'est que vous avez aussi la possibilité dans les deux sens, quand on parle de parité, c'est dans les deux sens. Vous avez donné la possibilité à des postes comme des executive assistants d'avoir un homme, finalement. Oui, ça a surpris tout le monde, et pour autant, je pense que c'est nécessaire de regarder la parité dans les deux sens et de ne pas faire l'erreur d'un seul coup de féminiser tous les postes ou au contraire d'interdire l'accès aux hommes. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est en dehors des lois et c'est en dehors des stéréotypes qu'on s'est vu imposer depuis notre enfance. Et c'est important. Et je reviens sur la diversité, l'ouverture d'esprit. Et pour moi, c'est essentiel. Et je dois dire, ça fonctionne. Ce que je voudrais dire, c'est que ça fonctionne. On a, par cette diversité, des résolutions de problématiques beaucoup plus rapides, parce que c'est ces échanges-là qui créeront la résolution de problèmes qui parfois paraissent complexes et qui d'un seul coup sont d'une simplicité absolue derrière un café où tout le monde va échanger. Je crois aussi au management parfois moins organisé et aux discussions ouvertes entre les équipes. Et pour ça, il faut de la diversité. Je vais continuer avec vous, Francesca Faure. La parité et le leadership, ce sont des sujets que CCEP porte depuis plusieurs années. Comment ça se traduit en fait chez vous? Exactement, on parlait de persévérance. Donc chez Coca-Cola, ce sont des sujets de longue date. Ce sont des sujets qui marquent, ce sont des sujets qui font partie, au-delà de notre stratégie et au-delà de stratégie RH, ce sont des sujets qui font partie de notre ADN et de notre culture, mais vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. Et effectivement, ça marche. Donc ça marche puisque ce sont des sujets qui portent l'engagement, ce sont des sujets qui, nous le voyons au quotidien, sont force de performance aussi, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des sujets qui font de l'attractivité au sein de l'entreprise. Et nous sommes très fiers aujourd'hui en France. Le comité de direction, c'est 46% de femmes. Au-delà du comité de direction, c'est 47% de managers et des postes au-delà des managers. Par contre, il est vrai que dans certaines fonctions, c'est plus complexe. C'est une réalité aussi. Je suis moi-même responsable donc supply chain. Supply chain, ce sont des usines. On parle de l'industriel. Ce sont des gens sur le terrain. Ce sont aussi des fonctions centrales. Et là, oui, la parité, c'est un vrai sujet. La parité,
Nous le traitons au quotidien avec nos ambassadeurs, nous le traitons au quotidien avec des réseaux de femmes, mais au-delà des réseaux de femmes, puisqu'on parle beaucoup de diversité et d'inclusion, je suis tout à fait d'accord avec vous, la diversité et l'inclusion sont aussi des forces incroyables d'engagement, au-delà de la simple parité. Et aujourd'hui, c'est des vecteurs vraiment d'engagement portant de la valeur. Au sein de nos sites, une vraie complexité, puisque aujourd'hui, dans mon équipe directe, il y a 50% de femmes, donc je suis très contente. Nous avons aussi une directrice d'usine. Ce n'est pas courant, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment aussi être des rôles modèles et de montrer que c'est possible et ça marche. Et au-delà de toutes les complexités que cela veut dire, je pense que c'est extrêmement important aussi de montrer à plein de jeunes filles qui débutent leur carrière que oui, avec de la persévérance, avec un peu de push par moment, avec de l'ambition aussi, on peut y arriver, on y arrive avec succès. Voilà. Très bien. Et pour... Super. C'est bien, on applaudit. C'est bien, vous avez encore beaucoup d'énergie, ce qui nous plaît beaucoup. C'est très bien, ça porte. Je vais juste revenir quelques instants vers vous, Isabelle, mais vraiment en très rapide, parce que je vois le temps qui tourne et comme on a encore quelques mots. Qu'est-ce qui permet un leadership paritaire? C'est quoi votre leitmotiv, en quelques mots? Mon leitmotiv, moi, je l'ai un peu exprimé déjà, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment foncer au sens ne pas hésiter à faire tomber des barrières au travers de tous les outils qui sont autour de nous. Mais une fois de plus, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment pour moi commencer très tôt par l'intégration de profils de talents et les intégrer dans toute l'organisation à tous les niveaux. Donc pour moi, c'est mon leitmotiv, c'est ne pas se poser de questions et commencer très tôt. C'est trop tard quand on en arrive à utiliser des lois Copé-Zimmermann sur une gouvernance d'entreprise. Je suis désolée de dire ça, c'est trop tard. C'est avant, il faut les apprendre. Bien, ça a quand même fait progresser. Non, mais c'est trop tard pour nous. C'est un début, mais c'est pas par là qu'il faut commencer. Donc moi, je crois profondément au fait de commencer très, très, très tôt. Et on a aussi un rôle. On est peut-être toutes par maman, papa, maman dans la salle. C'est commencer avec nos enfants à leur donner une force. Pour aller intégrer des écoles d'ingénieurs, intégrer des métiers qui ne leur sont absolument pas destinés. Francesca, je reviens à vous. Comment vous voyez le futur? Vous parliez de challenge, visiblement chez vous également. Comment vous voyez le futur chez CCEP? Alors je rejoins ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut commencer très tôt. Donc c'est ce que nous faisons en allant voir les collèges, les lycéens, les stages, en parlant de nos métiers. Je pense qu'il faut expliquer ce que c'est qu'aujourd'hui les nouvelles technologies, que ce soit les technologies informatiques, que ce soit les technologies industrielles, ce sont des métiers d'expertise et les femmes sont en général très bonnes. Il faut expliquer nos métiers, expliquer aussi les carrières possibles et ne pas se mettre de frein et dire aux femmes, aux filles, aux jeunes filles qu'il ne faut pas se mettre de frein, que c'est possible. Et je pense que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça vaut tout à fait la peine et ça crée de l'engagement au sein de l'entreprise. C'est aussi très important. En fait, quand on arrive à attirer des talents, quand on arrive à avoir la parité, à attirer des jeunes talents, en fait, l'engagement, ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est toute l'entreprise qui se sent happée par cette dynamique. Et en fait, j'en reviens, c'est aussi pour la performance, c'est aussi pour l'attractivité, c'est très important. Et développe l'innovation et le bien-être pour toutes Exactement. Et tous. Quels sont, Karine, quels sont les métiers de demain qui feront le leadership économique du futur? Vous qui avez une vision avec des chiffres, si vous en avez là-dessus, ou en tout cas des métiers qui peuvent peut-être intéresser des changements de carrière, potentiellement, qui sait? Je vais mettre les pieds dans le plat sur un sujet qui n'a pas encore été totalement abordé. Aujourd'hui, demain, ceux qui dirigeront l'économie, le monde, c'est ceux qui seront issus des sciences, des ingénieurs, de la data, de l'informatique. C'est là que ça se joue, c'est là que ça se joue maintenant, c'est là que ça se joue demain. Or, c'est justement là où des erreurs sont commises, ont été commises sur la place des femmes.
on est toutes d'accord pour dire que la prise de conscience, elle doit être culturelle. La réalité, et Catherine qui est à côté de moi est issue de la même école que moi, c'est une école de mathématiques, c'est l'école polytechnique. On est revenu en l'espace de 3 ans à la situation d'il y a 25 ans. À la situation, la simple réforme du bac nous a renvoyé sur la place des femmes en maths sup, en maths spé, sur l'ensemble de la filière ingénieur numérique, à la situation d'il y a 25 ans. Donc aujourd'hui, la prise de conscience culturelle, elle n'y est pas. Sur les métiers qui vont décider de l'avenir de la France et du monde, et notamment les métiers informatiques, ce n'est pas difficile. C'est aussi genré que chauffeur de camion. La place des femmes dans l'informatique, et notamment l'informatique de pointe, c'est aussi faible que dans le métier de chauffeur de camion routier. Donc, non seulement on n'y est pas, sur les métiers qui, encore une fois, dicteront demain la dynamique économique et le leadership, mais en plus, aujourd'hui, nous avons collectivement commis l'erreur de donner l'impression qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus. Il y a un sujet, et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est à chacune et à chacun d'entre nous de s'y atteler. Il n'est plus acceptable que les femmes, dans les domaines scientifiques, mathématiques, au collège, au lycée, ça commence en primaire. L'INSEE a montré que ça commençait en primaire, au collège, au lycée, soient traités différemment par le monde de l'éducation que les garçons. Ce n'est plus acceptable. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui fera que, pour l'instant, on est assez mal parti sur le leadership féminin en matière de sciences, de mathématiques, d'ingénieurs et d'informatique de demain. Une conviction très affirmée, absolument. Ah, j'ai justement parfaite transition, puisque vous venez de parler de leadership féminin. On l'entend souvent, ce mot leadership, cette expression leadership féminin. Mais est-ce que ça existe vraiment ? Alors, je vais vous décevoir cette fois. Non, ça n'existe pas pour moi. Et ce n'est pas que pour moi, je parle de sciences, c'est-à-dire les sciences sociales, la psychologie notamment, qui étudie le leadership, a montré 100 000 fois qu'il n'y a pas de leadership féminin et de leadership masculin. Il y a un leadership, point. Alors, quand résiste au leadership des femmes, à l'autorité des femmes ? Oui. Que les femmes soient socialisées différemment, on l'a répété 50 fois, oui. Qu'on ait des attentes différentes des femmes quand elles sont en position de leadership et des hommes en position de leadership, oui. Mais est-ce qu'on a des comportements différents ? Oui, quand on essaie de se conduire selon son stéréotype. On projette des choses sur les femmes et les hommes. Nous imposons des injonctions aux femmes et aux hommes, et certaines et certains finissent par se comporter comme on pense qu'il faut se comporter. En revanche, il n'y a pas un comportement de leadership qui soit impossible pour un homme ou une femme. Le leadership, voilà, parfois on parle de physique pour faire la différence entre les femmes et les hommes et cette domination. Alors, j'aimerais bien voir dans cette salle, est-ce qu'en position de leadership, on porte de grosses caisses ? Non. Voilà, donc le physique n'explique pas, et on est d'accord qu'il y a des femmes aussi costauds, heureusement. Est-ce qu'on a besoin de courir plus quand on est dans les couloirs, quand on est un homme qu'une femme ? Non, voilà, vous avez compris l'anecdote. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des femmes qui parfois sont aussi bloquées. Quand on est une femme et on est assertive et on a de l'autorité, parfois c'est mal pris. Et quand on est remis à sa place 1-2 fois, alors les femmes essaient pour certaines, de se conformer à leurs stéréotypes, comme parfois les hommes qui montrent une bienveillance ou qui ne veulent pas un certain type de poste et qui privilégient d'autres activités ou tout simplement un équilibre, on les regarde comme des personnes molles qui ne correspondent pas à leur leadership. Donc voilà, vous avez compris ma réponse. Il n'y a pas de différence de leadership. Et si je reviens à tout à l'heure, pour moi, qu'est-ce qu'il faut en termes de leadership ? Un regard neutre. Quand on regarde une personne, on arrête de regarder une femme ou un homme, une personne qui va avoir des enfants ou pas. Tout le monde a les mêmes fonctions et peut faire les mêmes choses en société et en entreprise. Eh bien, est-ce que vous partagez, juste en un mot, oui, non, mesdames, ce propos de non, pas de leadership féminin ? Non, moi je partage pleinement. Après, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ces stéréotypes, ils existent et il ne faut pas non plus se voiler la face.
Et je pense qu'il est important, comme vous le disiez, à un moment donné, de donner la parole aux femmes, d'être attentive, de faire attention à toutes ces équipes, qu'ils soient jeunes cadres, qu'ils intègrent des comités de direction, que la parole leur soit donnée, et que quand on voit des comportements qui pourraient nuire à ce développement-là, on soit attentive. Et moi, je ne l'étais pas suffisamment, je laissais passer des petits mots, des petites choses. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, c'est pas normal ce que j'entends. Et je me suis mise de plus en plus à réagir et à dire non. Non, je n'accepte pas ce que tu viens de dire, les mots ne sont pas adaptés. Oh, mais c'est rien. Si, c'est important. Et pour tout vous raconter, il y a parfois, c'est une situation qui m'a amenée à ce constat-là que je n'avais pas noté. C'est-à-dire quelqu'un qui a été au-delà peut-être de ce que l'on aurait pu penser. Donc je crois qu'on doit se battre une fois de plus. On en a encore tout à l'heure, on levait un peu le ton, mais je crois qu'il faut qu'on lève le ton et qu'on impose notre parole pour qu'on ait cette prise de conscience. Ce sont des convictions, c'est pas le ton, c'est des convictions, c'est très bien d'avoir des convictions, c'est super. Affirmer. Je pense qu'il faut en tant que femme porter une parole forte. Je pense que c'est pas une convention. Mais c'est pas une conviction non plus, c'est des faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stéréotypes, aujourd'hui, effectivement, le fait que les petites filles ne soient pas traitées comme les petits garçons en CP, c'est pas une conviction de Karine, c'est des faits. C'est une réalité. Non, mais c'est important de revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très, très en retard. Moi, je ne sais pas très bien de ce que je pense des lois, etc., mais je pense qu'elles sont nécessaires. Et en réalité, moi, il y a 25 ans, quand il y a eu la première loi sur la parité en politique, moi, je me suis battue avec ma mère, qui est pourtant prof de maths, universitaire, etc., en lui disant « mais c'est une insulte à ma génération, parce que finalement, on va arriver naturellement à ce que les femmes aient autant de place que les hommes. » Et à l'époque, j'avais 20 ans. Mais 25 ans plus tard, je pense qu'il faut faire ces lois et qu'il faut être beaucoup plus contraignant, et parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et que les stéréotypes sont encore extrêmement forts. Et que du coup, moi, je crois que la seule chose qu'il faut faire, c'est se dire chaque soir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour faire progresser l'égalité professionnelle ? Si on attend trop avant de répondre à cette question, ça veut dire qu'on n'a pas fait assez. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, je pense qu'on disait que c'est un parcours, en fait, on doit s'y atteler au quotidien et ne pas laisser tomber. En fait, comme je vous disais, chez Coca-Cola, c'est un sujet qu'on porte depuis plusieurs années, mais ce n'est pas fini. Il y a encore une route très longue, et c'est pour ça que je pense effectivement qu'il ne faut rien lâcher, puisque les acquis d'un jour, malheureusement, peuvent vite être oubliés. Et il faut se battre au quotidien et continuer. Voilà. Juste ajouter une petite chose, il ne faut rien laisser passer, parce que moi, dans le groupe dans lequel je travaille, on a nommé des femmes. On s'est dit, c'est bon, c'est gagné, j'ai fait le job. Mais si on ne les accompagne pas derrière, et si on ne porte pas cette parole de parité, ça ne sert à rien. On a l'impression, c'est dédouaner du problème, j'ai nommé des femmes. Non, derrière, il faut les accompagner parce qu'elles ont besoin, pour toutes les raisons que l'on vient de dire, elles ont besoin d'accompagnement. Je rejoins ce qui a été dit, c'est au quotidien, on ne doit plus se taire, il faut parler, il faut accompagner. Allez, je donne une dernière question très rapide, mais juste en un mot. Que diriez-vous à des femmes qui souhaitent accéder à des postes de leader, de dirigeants ? Quels conseils donneriez-vous ? Je démarre par Christine. En trois mots, allez, 3 mots, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler. Moi, j'ai le droit à 3 mots. Alors, je vais vous donner les 3 choses les plus importantes. Il faut clairement travailler son état d'esprit. Et il faut travailler ses compétences, hard skills et soft skills. Et il faut absolument travailler son réseau. C'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Je pense que les faits, on le connaît toutes. Hein. Les chiffres, on les connaît toutes. Il faut maintenant s'y mettre et travailler. Donc, on y va. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Karine. Ne pas croire que le monde vous fera un cadeau. C'est très clair. Catherine. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas douter. Vraiment, il ne faut pas douter. Très bien. Agé. Je suis d'accord avec tout ça. J'ajouterais quelque chose qui n'est pas souvent dit. Choisissez vraiment consciemment votre partenaire pour pouvoir aller au bout de vos rêves. Moi, je le dis à mes étudiantes. Moi, je dirais oser et ne pas se contraindre, de se mettre ses propres barrières. Et pour Isabelle, je vais dire un peu la même chose, mais avec d'autres mots. Je dirais ne jamais avoir peur de rien. Bravo, merci beaucoup, mesdames.
Les assises de la parité, cette année, sont donc sous le thème de la transformation. Transformation parce que nous sommes dans un monde qui bouge, dans un monde où on ne peut absolument pas exclure 52% de la population. Je veux parler des femmes. On voit que la parité, c'est un sujet qui peut avoir un effet domino sur tout un ensemble de sujets économiques. N'oublions pas que la parité, c'est surtout encore et toujours de la performance. La parité est aujourd'hui un objectif à atteindre et pas une option. Cette égalité, elle doit se décliner dans toutes les sphères de la société. Il est important que l'entreprise adhère à ce pacte. Et je remercie toutes les entreprises ici présentes de s'inscrire dans cette direction. Quand on arrive au sein de ces assises, on sent qu'il y a de l'échange, il y a de la confrontation d'idées. Je souhaiterais vraiment que dans les mois à venir, le dialogue social porte sur ce sujet-là. Ce n'est pas seulement une question morale, d'humanité, de solidarité. C'est une question de profitabilité. Les entreprises qui ont plus de femmes en top sont plus profitables, sont plus innovantes. Je crois que c'est important que nous ayons régulièrement des rendez-vous qui soient à l'initiative de réseaux, d'entreprises, d'institutions publiques pour conjuguer nos bonnes pratiques et avoir une vision pour demain. Ça donne des idées qui vont nous permettre demain d'avoir un fonctionnement complètement paritaire. Paritaire dans les recrutements, paritaire dans les effectifs, paritaire dans les responsabilités. Je trouve que les assises de la parité, de manière très intense, elles vont aborder toutes ces transformations encore nécessaires. Et donc même pour les intervenants, c'est toujours un appel et un rappel de ce qui est important. C'est vraiment de faire prendre conscience que la place de la femme n'est pas suffisamment respectée, évidemment dans le milieu de l'entreprise, mais aussi dans le milieu sportif. Et c'est important que dans ces lieux de pouvoir, la parole des femmes soit entendue. C'est un sujet sociétal et le fait que les ministères économiques et financiers puissent accueillir ce bel événement, je trouve que c'était fantastique. Les femmes ont du talent, elles ont des compétences, elles ont des capacités. Et en ces temps de mutation extrêmement importants, il faut leur donner la place qu'elles méritent. Vous avez vu les intervenants, la qualité, l'ambition, l'engouement qu'il y a sur ce sujet. Eh bien, cette impulsion, elle doit être nationale et c'est tout ce que j'ai vu dans ce magnifique sommet. Tremplin de start-up, c'est une compétition de start-up. Bien évidemment, c'est pour soutenir la parité dans l'entrepreneuriat. Chacun avait un coup de cœur, mais on a réussi à faire émerger les gagnants de grande qualité. Je viens de gagner le meilleur des prix, je crois, c'est le coup de cœur du jury. Je pense que les retombées au niveau de la visibilité, en tout cas, seront très intéressantes. Je pense que ça va nous apporter pas mal de choses, de la visibilité, notamment auprès des financeurs, de fonds d'investissement, de business angels. En fait, l'objectif majeur, c'est de mettre en valeur aussi notre entreprise, montrer qu'on est engagé à la fois sur le plan environnemental, mais aussi c'est une notion sociale, et donc ça, c'est important. Je crois qu'il y a une très belle participation. J'espère que ça va avoir de l'impact, surtout que ça va donner des idées. Si j'avais un dernier message, c'est engagez-vous, c'est pour vous, c'est pour tout le monde et c'est pour les générations à venir. Les assises de la parité 2023 ont été assez exceptionnelles à tous les niveaux. Et ce n'est que le début puisque l'association internationale Women's Forum va, à la suite de ces assises de la parité, tout au long de l'année, continuer à accompagner ces entreprises et ces institutions pour aller plus loin en matière de parité. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. C'est à nous d'agir.